soir est différent. Et les compatriotes de l'Est le savent mieux que personne. Ceux qui tiennent debout à Butembo sous la pression permanente, ceux qui résistent à Bunia et à Uvira malgré les nuits incertaines, bonsoir et bienvenue sur Inside News RDC. Ce journal est le vôtre aussi. Bonsoir à nos compatriotes à Londres, à Paris, à Rome. Depuis vos appartements, depuis vos salles de travail, vous suivez l'actualité de ce pays que vous portez dans votre cœur à des milliers de kilomètres. Ce soir, nous allons vous parler de quelque chose que vous avez probablement suivi hier et que vous méritez d'entendre décortiquer à fond. Hier, mercredi 6 mai 2026, le président Félix Tshisekedi a tenu sa conférence de presse à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. 3 heures, la quasi-totalité du gouvernement dans la salle, des journalistes nationaux et internationaux, et un format construit autour d'une règle simple. Une seule question par intervenant, sans relance possible. Inside News RDC ne vous résume pas cette conférence. Nous l'ouvrons. Parce qu'une conférence de presse ne vaut pas que par ce qu'elle dit. Elle vaut par ce qu'elle révèle et par ce qu'elle laisse dans l'ombre. Notre analyste Solange a passé la nuit sur ces 3 heures. Elle a relevé les déclarations, pesé les réponses, nommé les silences. Elle est avec nous ce soir pour vous livrer ce travail. Et au bout de son développement, nous dialoguerons ensemble, parce que certaines questions méritent d'être dites à voix haute. Une information essentielle pour ceux qui veulent aller au fond. Notre analyse complète de cette conférence est disponible dès maintenant sur notre canal YouTube. Le titre vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Tshisekedi sans filet, ce qu'il a dit, ce qu'il a tué. Regardez-la ce soir. Partagez-la. La nation congolaise mérite les meilleures informations entre les mains. L'opposition a répondu à cette conférence. Durement. Commençons. Parce que la nation ne peut pas attendre. Une phrase restera de cette conférence longtemps après que les caméras se seront éteintes. Le président de la République, devant la presse nationale et internationale, déclarant en direct « Je n'ai pas reçu mon salaire. C'est quoi cette histoire ?» Le chef de l'État apprenant devant les caméras l'état de la paye de ses propres fonctionnaires. Ce moment dit quelque chose de profond sur l'état du pouvoir qu'on donnait ce soir. Solange, la parole est à toi. Bonsoir, Florence. Bonsoir à vous tous. Avant d'entrer dans les dossiers, une chose que la nation doit avoir en tête pour lire correctement tout ce qui suit. Cette conférence n'était pas une conférence de presse libre. Elle était organisée. Le format était défini à l'avance. Une seule question par intervenant, sans relance possible. Et à la manette des échanges, Tina Salama, porte-parole officielle de la présidence de la République. Ce choix n'est pas un détail de protocole. C'est un acte politique. Une porte-parole a pour mission de protéger la communication de l'institution qu'elle représente. Ce n'est pas la même fonction qu'un modérateur indépendant dont le rôle est de garantir que les questions difficiles arrivent jusqu'au bout. Dans cette salle, les deux fonctions ont été confondues au bénéfice d'une seule, la protection communicative du président. Le résultat, c'est ce que les conférences contrôlées produisent toujours. Des déclarations qui s'étendent sans être percées. Des journalistes qui calculent, parfois inconsciemment, les conséquences d'une relance trop précise. Et des silences qui finissent par peser plus lourd que les réponses. Ce n'est pas un reproche aux journalistes présents. C'est le constat de ce qu'un format conçu par le pouvoir fait structurellement à la liberté de presse que ce même pouvoir dit vouloir protéger. Premier dossier, les accords de Washington. Le président a défendu sa ligne avec cohérence. Son audit du contrat chinois dès 2019, sa position sur la transformation locale des minerais avant exportation, la présentation de ces accords au Parlement. Ces déclarations sont cohérentes. Elles ne sont pas pour autant des preuves. Les questions restées sans réponse chiffrée sont précisément celles qui engagent l'avenir à long terme. À quel stade de la chaîne de valeur se fait cette transformation locale? Dans quel délai contractuel opposable? Avec quelle capacité énergétique installée? Et, sur les migrants américains, combien sont-ils exactement? D'où viennent-ils? Qui les héberge? Dans quelles conditions? Avec quel financement?
Le Parlement doit être saisi. C'est une obligation constitutionnelle, pas une question de méfiance. Ce que le président a révélé dans cette même séquence, peut-être sans en mesurer toute la portée, est encore plus lourd. Dans le partenariat avec Washington, les Américains ont posé des conditions de réforme judiciaire. Et ces réformes, dit-il, ne peuvent pas se faire sans réviser la Constitution. La nation doit entendre cette phrase distinctement. Une partie de la révision de notre loi fondamentale n'est pas le produit d'un débat institutionnel interne. C'est une condition contractuelle posée par un partenaire étranger dans un accord commercial et sécuritaire. Quelle réforme judiciaire précisément? Touche-t-elle à l'indépendance de la Cour constitutionnelle, à la durée des mandats des juges? Ces détails changent tout. Ils n'ont pas été communiqués. Deuxième dossier, le troisième mandat. La question a été posée sans ornement, et la réponse contenait une phrase que la nation ne peut pas laisser passer. Je n'ai pas sollicité un troisième mandat, mais si le peuple veut que j'en ai un, j'accepterai. Ce n'est pas un refus, c'est une ouverture formulée dans le vocabulaire de l'homme d'État. La Constitution de la République démocratique du Congo fixe 2 mandats. Elle ne demande pas le consentement du président en exercice pour s'appliquer à lui. Et la mécanique institutionnelle que la nation doit voir clairement est celle-ci. L'Union sacrée contrôle l'Assemblée nationale, c'est cette Assemblée qui votera sur toute révision constitutionnelle. Et le président vient d'annoncer que cette révision est partiellement exigée par Washington. Un seul texte peut donc servir 2 objectifs en apparence distincts: satisfaire les Américains sur la justice et toucher aux dispositions relatives au mandat. Ces 2 objectifs ne se contredisent pas dans le même article de loi. Troisième dossier, le gouvernement qui désobéit à son chef. Des ministres roulent à contresens, violant les restrictions qu'ils ont eux-mêmes votées. La réponse du président a été directe. Notez la plaque, donnez-moi le nom, il quitte le gouvernement. Cette réponse contient le paradoxe de toute la conférence. Le format encadrait la presse, lui imposait une seule question sans relance. Et dans ce même espace, le chef de l'État lui demandait d'enquêter à sa place. Si la presse avait les moyens réels d'investiguer librement, elle ne noterait pas des plaques. Elle publierait les audits et marchés publics, les contrats attribués sans appel d'offres, les relevés des sociétés fantômes qui gonflent la masse salariale. La masse salariale, justement, des agents ont vu leur salaire amputé de 5% sans explication. Le vice-premier ministre Bodji a révélé en séance qu'il s'agit de la CENSA, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État. Mais le président lui-même a dit « Manifestement, vous l'avez fait sans communication et personne n'a été désigné responsable. Les fautes sont reconnues, les fautifs sont absents, les audits sont ordonnés sans calendrier ni sanction prévue. Ce schéma a un nom, l'impunité administrative. » D'où 4e dossier, le budget et la pauvreté. Le Zaïre, à la fin des années 1990, disposait de 300 millions de dollars de budget. La RDC, en 2026, en a 22 milliards, une multiplication par 73. Et le Congolais moyen vit avec 200 $ par an. Le président demande de voir le verre à moitié plein. Il cite les réserves passées de 800 millions en 2019 à 7 milliards aujourd'hui. L'électrification de 9% à 22%. Ce progrès est réel. Il mérite d'être reconnu. Mais la richesse budgétaire se bloque dans des circuits de captation. L'absence de routes qui emprisonne les productions agricoles loin des marchés. Le secteur bancaire qui exclut plus de 80% de la population adulte. La pression fiscale informelle au poste de contrôle. Et les marchés surfacturés que le président lui-même a nommés magouilles. Ces mécanismes ont des adresses ministérielles. Le plan de redistribution que la nation attend, c'est la liste des mesures qui cassent ces blocages un par un, avec un calendrier et un responsable désigné. Et maintenant, les silences. 7 millions de déplacés internes n'ont pas existé dans les réponses du président. 3e crise de déplacement au monde. Aucun plan de retour. Aucun programme de reconstruction pour les zones libérées. La première ministre Judith Suminwa était dans la salle. Elle n'a pas pris la parole de sa propre initiative une seule fois. Et le 6e silence.
aucun journaliste n'a demandé pourquoi la porte-parole officielle de la présidence animait une conférence censée être un espace de liberté. Florence, ce que le format n'a pas permis de dire, nous venons de commencer à le dire. Solange, tu parles de format contrôlé, de questions sans relance. Mais le président a dit lui-même, posez vos questions sans tabou. Est-ce que ce n'est pas accuser le format pour protéger les journalistes qui peut-être n'ont simplement pas eu le courage d'aller jusqu'au bout? La question est juste et elle mérite une réponse honnête. Non, ce n'est pas une question de courage individuel. Un journaliste congolais sait ce que signifie être ou ne pas être invité dans cette salle la prochaine fois. Ce calcul est réel. Il est invisible, mais il pèse. Et quand la modératrice est la porte-parole officielle de la présidence, ce calcul devient encore plus lourd, parce que c'est elle qui décide de la prochaine invitation. Sans tabou est une formule généreuse. La structure de la salle répondait avant que les journalistes n'ouvrent la bouche. Alors, à qui appartient la responsabilité de ce format? Au président? À son équipe de communication? Les deux sont liés. Un discours présidentiel, un format de conférence, ce ne sont pas les décisions solitaires d'un homme. Ce sont des actes produits, calibrés, validés par une équipe de communication dont c'est précisément la fonction d'éviter les échanges qui échappent au contrôle de la présidence. Mais la signature engage toujours celui qui signe. Ce format portait le nom de Félix Tshisekedi. La responsabilité de ce qu'il a produit lui revient. Sur les accords de Washington, le président a dit qu'il les a présentés au Parlement et à la société civile. La CINCO était là. Est-ce que ça ne suffit pas comme garantie de transparence? Non. Et voici pourquoi. La CINCO est une organisation de la société civile. Son rôle est consultatif. Il ne remplace pas un débat parlementaire public, retransmis, avec des questions posées ministre par ministre sur les termes contractuels réels. Présenter un accord à des acteurs sélectionnés dans un cadre restreint, ce n'est pas la même chose que soumettre cet accord à l'examen contradictoire de la représentation nationale. La nation a le droit de lire chaque clause, chaque engagement, chaque contrepartie. Un partenariat souverain se prouve dans les termes contractuels, pas dans les déclarations d'intention. Ce sont deux exercices distincts. Le président a fait le second, la nation attend le premier. Tu as cité la phrase sur le troisième mandat. Mais il y a des gens qui disent que c'est de la mauvaise foi de la part de l'opposition. Que le président a dit clairement « Je n'ai pas sollicité un troisième mandat ». Pourquoi insister sur la deuxième partie de cette déclaration? Parce que c'est la deuxième partie qui engage l'avenir. « Je n'ai pas sollicité » parle du passé. Si le peuple le veut, j'accepterai parle du futur. Et c'est cette ouverture sur le futur qui change tout. Parce que il n'y a pas dans la Constitution congolaise de disposition qui dit que le peuple peut demander à un président de rester au-delà de 2 mandats. La Constitution ne prévoit pas ce mécanisme. Ce que le président a dit, c'est qu'il laisserait une demande populaire gouverner sa décision dans un espace où la Constitution ne lui laisse aucun espace de choix. Et cette confusion entre volonté populaire et normes constitutionnelles, c'est exactement le chemin que plusieurs pays africains ont emprunté avant de voir leur constitution révisée sur mesure. Certains diront que le Congo est en guerre, que ce n'est pas le moment de ces débats-là, que l'opposition s'agite pendant que l'Est brûle. Je comprends cette position, et elle a une part de vérité. Les priorités sécuritaires sont réelles, mais les deux sujets ne s'excluent pas. Un pays peut gérer une crise sécuritaire et protéger ses institutions constitutionnelles en même temps. En fait, c'est précisément pendant les crises que les institutions doivent être les plus solides, parce que c'est pendant les crises que les pouvoirs ont tendance à se consolider au détriment des contre-pouvoirs. La guerre n'est pas une raison de suspendre la vigilance constitutionnelle. Elle est une raison supplémentaire de la renforcer. Le président a dit une chose que j'ai trouvée frappante et qui n'a pas été assez commentée. Il a dit que l'histoire dira s'il y a eu des complicités internes au sommet des institutions,
pour faciliter l'agression à l'Est. Qu'est-ce que cette phrase signifie concrètement? Elle signifie que le président dispose, ou croit disposer, d'éléments qui suggèrent une complicité intérieure avec l'ennemi. Et la phrase qu'il a choisie pour formuler ça, « l'histoire dira », renvoie ce constat à un jugement abstrait et futur. Si des éléments documentés existent sur une telle complicité, la justice nationale est aujourd'hui la juridiction compétente pour les recevoir. Renvoyer un constat grave à l'histoire, c'est éviter une responsabilité présente. Et dans la salle, personne n'a pu relancer sur ce point parce que le format ne le permettait pas. Sur les 7 millions de déplacés absents des réponses, est-ce que les journalistes présents ont failli? Personne n'a posé cette question. Le format était construit de façon à rendre difficile le maintien d'un fil sur des sujets que la modératrice ne souhaitait pas développer. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond. 7 millions de déplacés, c'est un chiffre qui circule depuis des mois. Parfois, la répétition d'un chiffre aussi grand finit par anesthésier la perception de son urgence. Ce qui est documenté par les organisations humanitaires depuis des années devrait être le centre de chaque conférence de presse de ce gouvernement, pas un angle parmi d'autres. Ce que la conférence d'hier n'a pas dit sur ces 7 millions, c'est le silence le plus lourd que nous ayons à nommer ce soir. Dernière question, Solange. La nation sort de cette conférence avec quoi, concrètement? Qu'est-ce qu'elle doit exiger maintenant? 4 choses précises. Le texte intégral des accords de Washington, clause par clause, soumis à un débat parlementaire public. Une déclaration sans équivoque du président sur la question des mandats, qui ne laisse aucune porte ouverte à l'ambiguïté. Un plan de retour et de reconstruction nommé, chiffré et daté pour les 7 millions de déplacés. Et un remaniement ministériel qui soit un remaniement de résultats, transparent, motivé publiquement, ministère par ministère. Ce ne sont pas des demandes d'opposition. Ce sont des conditions minimales d'un État qui rend des côtes à son peuple. Merci, Solange. Ce que tu viens de mettre sur la table reste dans ce journal. Et pour tous ceux qui veulent aller au fond de cette analyse, l'émission complète de Solange est disponible dès maintenant sur notre canal YouTube, sous le titre « Tshisekedi sans filet », ce qu'il a dit, ce qu'il a tué. C'est un travail de plusieurs heures, mis à votre disposition. Regardez-la, partagez-la, commentez-la. La nation congolaise mérite les meilleures informations entre les mains. Cette conférence a déclenché quelque chose dans l'espace politique congolais. L'opposition ne s'est pas contentée d'observer. Elle a répondu. Et ces mots méritent d'être pesés. Une conférence présidentielle ne finit jamais dans la salle où elle a lieu. Elle continue dans les rédactions, dans les réseaux sociaux, dans les partis politiques. Et dans les heures qui ont suivi la conférence de Tshisekedi, 3 voix de l'opposition ont pris position avec des mots précis, des références juridiques et une urgence qui dessine les contours d'une bataille dont la nation doit comprendre les enjeux, parce qu'ils touchent directement à l'architecture de notre démocratie. Commençons par Deli Sezanga, président du parti Envol. Sa réaction est venue rapidement. Le ton était sans concession. Pour Sezanga, le président a manœuvré à découvert. L'expression qu'il a choisie pour décrire la posture de Tshisekedi sur le 3e mandat, par plébiscite. Ce mot mérite qu'on s'y arrête. Dans l'histoire politique congolaise et africaine, un plébiscite, c'est la mécanique par laquelle un pouvoir organise sa propre acclamation en habillant une décision déjà prise dans le vocabulaire de la volonté populaire. Sezanga dit que c'est ce processus qui commence. Il appelle les forces démocratiques à y faire obstacle collectivement. Il va plus loin en convoquant la mémoire de l'UDPS, le parti aujourd'hui au pouvoir. Ce parti s'est construit dans les décennies de résistance contre les dérives autoritaires de Mobutu. Sezanga rappelle que ces combats ont été menés au prix de lourds sacrifices. Et il pose une question que la nation doit entendre. Peut-on se battre contre l'éternisation au pouvoir d'un homme pendant des décennies, accéder finalement à la présidence et ensuite ouvrir la porte à la même logique sous d'autres noms? Il va jusqu'à dire que remettre en cause la limitation des mandats
c'est tuer une nouvelle fois les martyrs qui ont donné leur vie pour protéger la Constitution. C'est une formulation forte. Elle ne laisse aucune place à l'ambiguïté sur ce qu'il pense des déclarations du président. Claudel André Loubayan a choisi une approche différente, mais qui arrive au même résultat. Là où Sesanga frappe sur la mémoire, Loubaya frappe sur le texte de loi. Il rappelle que l'article 220 de la Constitution congolaise contient des dispositions intangibles. La limitation du nombre et de la durée des mandats présidentiels figure parmi ces protections absolues. Ces dispositions ne peuvent être modifiées sous aucun prétexte, quelle que soit la procédure utilisée. Et Loubaya ajoute un argument que la nation doit inscrire dans sa mémoire collective. Le président a dit que si révision constitutionnelle il doit y avoir, ce sera par référendum. Loubaya répond que la Constitution prévoit les modalités de sa révision dans l'article 218, mais qu'elle n'y prévoit nulle part la possibilité de sa transgression au nom d'une prétendue volonté populaire. Un référendum ne peut pas légitimement effacer une disposition que la Constitution a déclarée intouchable. La souveraineté populaire s'exerce dans le cadre que la Constitution s'est elle-même fixé. Elle ne peut pas détruire les garde-fous qu'elle a elle-même établis. Loubaya va jusqu'à invoquer l'article 64, qui fait obligation à chaque citoyen congolais de défendre l'ordre constitutionnel face à toute tentative d'exercice du pouvoir contraire à la Constitution. Sa déclaration, intitulée « Ni mission, ni troisième mandat », précise que toute violation intentionnelle des dispositions constitutionnelles par des autorités publiques pourrait engager leur responsabilité au regard des articles 164 et 165 sur la haute trahison. Ces mots ont une portée juridique que les constitutionnalistes congolais devront mesurer. Ce ne sont pas des mots lancés en l'air dans une querelle politique ordinaire. La troisième voie est celle de François Nzekouye Kaburabuza, cadre du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Cette voie est significative précisément parce qu'elle vient d'un camp que le pouvoir actuel accuse régulièrement de complicité avec l'agression à l'Est. Quand même cet adversaire-là formule la même critique que l'opposition démocratique sur le troisième mandat. C'est un signal politique que la nation ne peut pas réduire à une querelle d'appareil. Nzekouye rappelle une promesse publique du président. Si la sécurité n'était pas rétablie dans l'Est de la RDC, son mandat serait considéré comme un échec. Et sa conclusion est directe. En politique, quand on échoue, on démissionne. On ne change pas la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Cette formulation est brutale. Elle a ses limites parce que les crises sécuritaires à l'Est ne naissent pas d'un seul dirigeant et ne se règlent pas non plus par une seule décision. Ce contexte de long terme précède Tshisekedi de plusieurs décennies. Mais cette réalité ne décharge pas le président de sa responsabilité sur les résultats de 7 ans de gouvernance. Il y a aussi la question des élections de 2028. Le président a dit clairement qu'il ne peut pas organiser des élections sans le Nord Kivu et le Sud Kivu. L'argument est intellectuellement honnête et l'exemple ukrainien qu'il cite a une logique. Un pays en guerre ne peut pas organiser des élections dans les conditions normales d'une démocratie consolidée. Mais pour que cet argument reste crédible, le gouvernement doit envoyer des signaux mesurables dès maintenant. Une dotation effective de la Commission électorale nationale indépendante, un calendrier technique publié, des inscriptions électorales engagées dans les zones sécurisées. Sans ces actes concrets et vérifiables, la référence à la guerre comme obstacle aux élections restera une position suspecte, quelle que soit la sincérité de celui qui la formule. Sur le dialogue intercongolais, le président a posé une question qui n'est pas sans logique. Si les Congolais se réunissent à Kinshasa, le Rwanda retirera-t-il ses troupes pour autant? La réponse honnête est qu'on ne le sait pas. Mais l'Église catholique et l'Église protestante, à travers l'ECC et la SEMCO, dans le cadre du pacte social pour le vivre ensemble, ne prétendent pas que le dialogue réglera seul la question sécuritaire. Elles avancent que ce cadre crée les conditions politiques internes d'une réponse nationale unifiée face à l'agression. Ces deux logiques ne s'excluent pas. Elles se complètent. Les exclure l'une de l'autre
fragilise la capacité de la nation à parler d'une seule voix à la table des négociations internationales. Ce que cette séquence politique produit est maintenant lisible. Une conférence présidentielle qui ouvre une porte sur le troisième mandat. Une opposition qui construit un mur constitutionnel. Et une nation qui doit décider, avec ses textes et sa mémoire, comment elle veut participer à ce débat. La Constitution n'est pas une suggestion. C'est le contrat fondamental que les Congolais ont tassé entre eux. Les nouvelles qui arrivent d'autres fronts méritent d'avoir leur place dans ce journal. Carole, la parole est à toi. Bonsoir, Florence. Bonsoir à vous, compatriotes. Pendant que Kinshasa débat de constitution et de mandat, l'Est réclame ses morts. Dans la nuit du mardi au mercredi, à la frontière entre le territoire de Beni, en Nord-Kivu, et celui d'Irumu, en Ituri, une attaque attribuée aux rebelles des Allied Democratic Forces a frappé les localités de Katerin et Mangambo et leurs environs. Au moins 24 personnes ont été tuées. Le député provincial Alain Siwako, élu du territoire de Beni, a rapporté les faits et prévient que ce bilan est encore provisoire. Le nombre de personnes portées disparues laissant craindre un alourdissement. Le bourgmestre d'Ocha, Jean de Dieu Kibwana, a confirmé que 19 corps ont été déposés à la morgue de l'hôpital général de référence de la ville. Les ADF occupent plusieurs villages le long de la rivière Samboko, entre les deux territoires. Les populations ont fui. La psychose s'est installée sur cette zone frontalière. Les opérations militaires se poursuivent pour tenter de contenir la menace des assaillants. Pour les compatriotes de Beni et d'Oicha, chaque attaque de ce type est d'abord un chiffre cité dans les communiqués de Kinshasa. Ensuite, ce sont des proches qui ne rentrent pas à la maison. Ce que l'armée combat dans le sang à Beni, l'administration le combat aussi dans les côtes. Au Maniema, le gouverneur Moussa Kabwankobi Moïse a signé un arrêté de révocation du directeur général de la Direction générale des recettes du Maniema, Tony Ochenge Félicien. Plusieurs motifs sont avancés dans l'arrêté officiel. Des actes répétés d'insubordination, une suspension antérieure non suivie de réintégration dans les règles et des présumées malversations financières révélées par un rapport de commission d'investigation. Ce rapport pointe des détournements présumés sur les recettes issues de la taxe de superficie sur les concessions minières, l'une des ressources stratégiques de la province. Le gouverneur justifie sa décision par la nécessité de restaurer la discipline budgétaire au sein de la DGRMA. Dans un pays où les caisses provinciales sont trop souvent vidées avant d'alimenter les services publics, chaque acte de sanction documenté et formel est un signal. Ce signal n'aura de sens réel que si des suites judiciaires lui donnent du poids dans les prochaines semaines. Et dans l'espace politique, une date à retenir. Ce vendredi 9 mai, l'opposant Martin Fayulu tiendra une conférence de presse au siège de son parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, sur le boulevard Triomphal à Kinshasa. Son entourage indique qu'il prendra position sur la révision constitutionnelle, sur le dossier des migrants en RDC et sur les conditions sociales des Congolais. Cette conférence intervient 48 heures après celle de Tshisekedi. La nation observera si Fayulu choisit l'affrontement frontal ou la proposition alternative. Dans tous les cas, cette prise de parole publique ajoutera une voix de plus au débat constitutionnel que le pays traverse et donnera aux Congolais un point de comparaison supplémentaire entre les positions du pouvoir et celles de l'opposition. De l'Est à l'économie, parce que les deux sont indissociables dans ce pays. La mission du Fonds monétaire international, conduite par Calixte Aokpossi, a conclu ses travaux à Kinshasa le 6 mai 2026, après près de 2 semaines d'échanges avec les ministères du Plan, des Finances et du Budget, la Banque centrale du Congo et l'Inspection générale des finances. Un accord préliminaire a été trouvé sur la 3e revue du programme économique soutenu par la Facilité élargie de crédit, dont le montant global avoisine 1,5 milliard de dollars, approuvé en janvier 2025. Cet accord ouvre la voie à un examen par le Conseil d'administration du FMI, prévu en juin prochain, qui conditionnera un nouveau décaissement en faveur du Trésor public. Le FMI note les avancées sur la mobilisation des recettes et le maintien de la discipline budgétaire. Mais il insiste aussi sur la qualité de la dépense publique, la transparence dans la gestion des finances de l'État et la consolidation des réformes structurelles. Pour les foyers congolais,
ces chiffres macroéconomiques ne prennent leur sens réel que le jour où ils descendent jusqu'au marché, jusqu'aux routes, jusqu'aux salaires effectivement versés à leur date. Dans le cadre de ce même programme, le tribunal pénal économique et financier, créé en mars 2026, a été cité par le FMI comme un levier important pour renforcer la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux. L'institution internationale y voit un mécanisme capable de transformer les dénonciations et les audits en poursuites judiciaires effectives. Mais plusieurs organisations de la société civile rappellent que cette juridiction ne vaudra que par ses moyens. Un tribunal sans magistrat formé aux questions économiques, sans enquêteurs spécialisés et sans budget stable restera une structure symbolique de plus. Sa crédibilité se construira uniquement dans la capacité à traiter des dossiers impliquant des personnalités influentes, sans sélectivité et sans pression institutionnelle. L'indépendance du TPEF n'est pas une option, c'est sa raison d'être. Un troisième signal vient de Londres. La société Intertek, présente dans 37 pays africains, spécialisée dans l'inspection, les tests physiques et la certification des produits, a sollicité un partenariat avec l'Office congolais de contrôle lors d'un échange avec le ministre du Commerce extérieur. L'objectif annoncé: renforcer la protection des consommateurs congolais et améliorer la compétitivité des produits Made in DRC sur les marchés internationaux. Cette démarche arrive dans un contexte commercial précis. La RDC organise du 11 au 15 mai prochain à Kinshasa son 3e examen de politique commerciale avec l'Organisation mondiale du commerce. Ces rendez-vous conditionnent la crédibilité commerciale du pays aux yeux des investisseurs étrangers. Être certifié, inspecté, traçable, c'est aussi cela, la souveraineté industrielle. Et dans le secteur minier, la société Sacor, présentée comme appartenant à un groupe zambien, a rencontré le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, le 5 mai, pour présenter une technologie de traitement des rejets miniers, les tailings, permettant de séparer les résidus solides de l'eau et de récupérer jusqu'à 85% de l'eau de procédé pour la réutilisation industrielle. La démarche est commerciale et exploratoire. Aucun contrat n'a encore été signé. Le ministre a recommandé des essais pilotes avant toute mise en œuvre à grande échelle. Dans un pays marqué par la rupture d'un bassin de résidus de Kombo Dongfan Mining à Lubumbashi en novembre 2025, qui avait entraîné une condamnation à environ 12,6 millions de dollars, chaque initiative qui propose de mieux gérer les rejets du secteur minier mérite un suivi sérieux. Les communautés riveraines des sites miniers congolais ne sont pas une variable d'ajustement économique. Florence, je te rends la parole. Merci, Nadège. Ces nouvelles déciment la nation de ce soir dans toute sa complexité. Ce que l'Est subit dans le sang, ce que les finances tentent de construire et ce que la politique risque de défaire si la vigilance de la nation se relâche. Ce soir, Inside News RDC a suivi un seul fil depuis l'ouverture. Et ce fil passe par une salle à Kinshasa, par une conférence de presse de 3 heures et par tout ce que cette conférence a révélé malgré elle. Le président Félix Tshisekedi a parlé. Les accords de Washington ont été défendus sans que leurs termes contractuels soient accessibles au peuple congolais. La phrase sur le 3e mandat est sortie de sa bouche et n'est plus seulement une hypothèse dans les couloirs du pouvoir. L'impunité administrative a été reconnue publiquement et laissée sans sanction nommée. Et 7 millions de Congolais déplacés ont traversé cette conférence sans que leur nom soit associé à un plan de retour. L'opposition a répondu avec des articles de constitution, avec la mémoire des combats pour la démocratie, avec la logique d'un pays qui a payé cher l'éternisation au pouvoir. Ce dialogue entre le pouvoir et ses contradicteurs appartient désormais à la nation entière, par ses institutions, par ses textes, par sa vigilance. La pensée du jour vient de Montesquieu, philosophe du droit politique et auteur de l'esprit des lois. Il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois. Ce que Montesquieu posait au XVIIIe siècle reste une clé de lecture pour ce pays ce soir. Les lois existent en République démocratique du Congo. La Constitution existe. La question n'est pas l'existence des textes.
La question est la volonté collective de les faire vivre et la capacité de la nation à résister à ceux qui voudraient les contourner au nom d'une volonté populaire qu'ils auraient eux-mêmes façonnée. Et pour aller au fond de l'analyse de cette conférence présidentielle, notre émission complète est disponible dès ce soir sur notre canal YouTube. Tshisekedi sans filet, ce qu'il a dit, ce qu'il a tué. Un travail de plusieurs heures mis à votre disposition. Regardez-la, partagez-la avec vos proches, avec vos compatriotes. La nation congolaise mérite d'avoir les meilleures informations entre les mains. Demain, Inside News RDC revient. Ensemble, nous maintenons l'exigence. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et chacune et chacun d'entre vous, où que vous soyez ce soir. C'était Florence pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.